Dans cette vidéo, 5 armes dont l'efficacité contre l'Alzheimer est prouvée par la science. Je m'appelle Eric, j'ai passé beaucoup trop de temps à l'université dans ma vie et la mission que je me donne aujourd'hui, c'est de clarifier l'information la plus pertinente pour votre santé et vous aider à l'appliquer dans votre vie. Personne n'est à l'abri de cette affreuse maladie. Mais si vous appliquez ça ici, vous pouvez la retarder ou même l'éviter complètement et vivre en santé jusqu'à 80, 90 ou même plus de 100 ans sans vous inquiéter d'un déclin cognitif. Si vous croyez que c'est trop beau pour être vrai, c'est que vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le sujet. Elle est accessible juste ici. On a déjà parlé d'activité physique et d'alimentation. Maintenant, on va apprendre à manier 5 nouvelles armes. En anglais, ils disent « use it or lose it ». Tu t'en sers ou tu le perds. C'est vrai pour à peu près n'importe quoi, mais c'est particulièrement vrai pour notre cerveau et nos facultés intellectuelles. C'est vrai pour les connaissances et les aptitudes qu'on possède déjà, mais c'est aussi vrai pour notre capacité à apprendre. Pour maintenir notre cerveau en santé, il faut sortir de notre routine. 3 éléments clés. Être curieux, varier nos activités et multiplier les interactions sociales. Une excellente façon d'y arriver, c'est de prendre l'habitude de dire oui plus souvent. Peut-être pas autant que Jim Carrey dans Monsieur Oui. Mais quand c'est bon pour nous, même si ça nous rend un petit peu inconfortable, oui. Oui aux sorties, aux rencontres, aux nouvelles activités, à tout ce qui nous sort de notre quotidien. Oui à la nouveauté, à l'inconnu. Partir à la découverte de tout ce qui nous intéresse. Une autre langue, un nouvel instrument de musique. La lecture, c'est excellent, mais l'écriture aussi. Prendre des notes sur ce qu'on lit, sur nos pensées, tenir un journal ou quoi que ce soit de créatif. Si on est à l'aise avec les mots cachés, alterner avec les sudoku. Puis quand c'est devenu trop facile, cherchez autre chose. Essayez des applications spécialisées dans l'entraînement du cerveau, comme BrainHQ ou Lumosity. Elles sont conçues pour stimuler l'ensemble des fonctions cognitives, nous mettre au défi et nous faire progresser. Prendre des cours à l'extérieur de la maison, c'est une excellente façon de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses, de vivre de nouvelles expériences et d'avoir du plaisir. Devenir membre d'un club. Rien ne remplace la profondeur d'une discussion avec une autre personne. Elle force à être présent d'esprit et à répondre en temps réel. Être témoin ou observateur, c'est pas suffisant, faut participer. Et s'amuser. On vient de parler de multiplier les interactions sociales pour stimuler nos neurones. Mais j'en reparle ici pour une toute autre raison. Parce que c'est tout simplement un besoin. Selon la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance est un besoin psychologique encore plus fondamental que l'estime de soi. L'être humain est fait pour vivre en communauté. Et les contacts vont jusqu'à stimuler notre système endocrinien. Je ne vais pas me lancer dans l'analyse de toutes les hormones impliquées. Je vais simplement donner un exemple, l'ocytocine, dont la production est stimulée par tous les types de contacts, allant du simple regard affectueux de notre animal de compagnie au temps passé avec notre âme sœur. L'ocytocine réduit le stress, stimule la neurogénèse dans l'hippocampe et réduit la formation de bêta-amyloïdes. Se rapprocher et prendre dans nos bras nos êtres chers a donc un effet protecteur contre l'Alzheimer. Et pourquoi pas s'offrir la joie d'un animal de compagnie? Les bienfaits de la zoothérapie sont plus à démontrer et la responsabilité du bien-être de l'animal apporte aussi des bénéfices au maître. Que ce soit par la relaxation, la méditation, le yoga, la psychothérapie ou même en faisant du ménage dans notre vie, on doit trouver un moyen de gérer notre stress. C'est un sujet assez important pour que je lui consacre bientôt une vidéo entière. En passant, l'activité physique est encore une fois une de nos meilleures armes et on va comprendre pourquoi. Beaucoup de choses se passent pendant notre sommeil, autant dans notre cerveau qu'au niveau hormonal. On en a parlé dans une vidéo précédente, c'est pendant le sommeil que les souvenirs jugés importants sont transférés de l'hippocampe vers d'autres régions du cerveau pour être conservés à long terme. Et si on a suffisamment fait d'activité physique pendant la journée, c'est pendant la nuit qu'aura lieu la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe. C'est aussi l'occasion pour le cerveau de dégrader et évacuer la fameuse protéine bêta-amyloïde, produite pendant la journée, qui aurait servi dans le maintien des souvenirs à court terme. L'accumulation de protéines bêta-amyloïdes sous forme de plaques entre les neurones est une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Le Dr Gupta explique que pendant notre sommeil,
un drainage du liquide céphalorachidien, appelé système glymphatique, agit sur le cerveau comme une sorte de cycle de rinçage pour éliminer les déchets. Manquer de sommeil de façon régulière ou s'habituer à fonctionner avec moins de sommeil, c'est priver notre cerveau d'une partie importante de sa maintenance. On peut lire sur le site du Dr Ornish qu'il est faux de croire que les adultes ont besoin de moins de sommeil en vieillissant. Une nuit de sommeil de 7 à 8 heures en moyenne est directement reliée à une meilleure santé cérébrale et physique chez les gens âgés. J'ajouterais que c'est vrai peu importe notre âge. Le Dr Gupta affirme avoir longtemps sous-estimé la valeur du sommeil et le place maintenant très haut dans sa liste de priorités. C'est un sujet qui est selon lui en proie à la désinformation. Il est catégorique. Les gens qui affirment n'avoir besoin que de 4 heures de sommeil ne savent pas de quoi ils parlent. Vivre avec si peu de sommeil, c'est se mettre à risque pour toutes sortes de problèmes de santé. Et il ajoute que se priver de sommeil, ça ne devrait pas non plus être considéré comme quelque chose d'honorable ou une stratégie pour augmenter sa productivité. En plus de la durée, la qualité du sommeil est importante. Quelques éléments pour mettre les chances de son côté. Prendre un peu de soleil pendant la journée, faire de l'activité physique, éviter les écrans, télévision, ordinateur, cellulaire ou liseuse, au moins 1 heure avant de dormir. Avoir un horaire régulier pour se coucher et viser le silence et la noirceur dans la chambre pendant qu'on dort. Faire une séance de relaxation ou lire un livre sur papier, c'est des très bonnes idées avant de dormir. Et comme on l'a déjà mentionné dans la vidéo sur l'alimentation, évitez de manger idéalement 3 heures avant d'aller se coucher. Personnellement, j'ai toujours été un grand dormeur. Aucune difficulté à dormir tard le matin. Mais j'ai toujours été un couche-tard. Et ça non plus, c'est pas optimal. Les heures de sommeil sont beaucoup plus efficaces si elles coïncident avec le cycle naturellement imposé par Dame Nature et le Soleil. Selon le Dr Gupta, l'idéal est généralement de s'endormir avant 23 heures, au moment où on se sent le plus fatigué. Mais malheureusement, cet état de fatigue risque de ne pas se présenter au moment où il devrait si on garde nos yeux rivés sur un écran, avec pour effet de limiter notre production naturelle de mélatonine. Matt Fraser, 5 fois champion des CrossFit Games, a déjà dit en entrevue se couper de tout écran 2 heures avant sa nuit de 10 heures. Pas de télévision, d'ordinateur ou de cellulaire à partir de 20 heures, dodo à 22 heures et réveil sans cadran vers 8 heures le lendemain matin. Ça a certainement contribué à ses accomplissements sportifs et je ne m'inquiète pas non plus pour la santé de son cerveau. Avant de passer à la prochaine section, si vous aimez mon contenu, laissez-moi un pouce, faites-moi l'honneur de vous abonner à la chaîne et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. J'en ai parlé, The Lancet est une des sources les plus crédibles de la communauté scientifique. Elle a publié le 31 juillet dernier une nouvelle synthèse compilant les données provenant de centaines d'études et mettant en lumière 14 facteurs de risque à éviter ou à prendre en charge pour prévenir ou retarder le développement de démence, dont l'Alzheimer. Elle évalue à 45% la portion des cas de démence pouvant être évités. De ces facteurs de risque, on a déjà réglé le cas de la sédentarité en parlant d'activité physique dans la deuxième vidéo, et on vient de parler de l'isolement social. Le niveau d'éducation peut être compensé par les trucs qu'on a abordés dans la section « Stimuler nos neurones ». Le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle, la dépression et l'obésité devraient être écartés par les habitudes dont on a parlé. Une activité physique régulière, une alimentation semi-végétarienne santé, un bon réseau social, une hygiène de sommeil adéquate et une bonne gestion du stress. Mais gardez en tête qu'il s'agit de facteurs de risque qui est important de contrôler et n'hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez besoin d'un coup de pouce pour y arriver. Ça nous laisse 6 facteurs à couvrir. La cigarette. Si vous êtes fumeur, je ne vais pas vous expliquer à quel point c'est mauvais pour vous. Vous êtes déjà bombardé d'informations. C'est même écrit sur le paquet. Mais si vous êtes sérieux dans votre volonté de vivre longtemps, en santé, et éviter le déclin cognitif, faut arrêter. Pas dans 6 mois. Au moins commencez à diminuer votre consommation aujourd'hui et vous faire un calendrier pour arrêter le plus tôt possible. C'est la priorité numéro 1. Au besoin, des programmes sont en place pour vous aider. L'abus d'alcool. Un verre de vin rouge occasionnel pourrait avoir des effets bénéfiques sur votre santé. Mais plus de 21 consommations d'alcool par semaine sont directement liées à une hausse du risque de déclin cognitif. Personnellement, je pense que c'est préférable d'arrêter bien avant 21 consommations par semaine. Les blessures à la tête. Je ne parle pas seulement de porter un casque quand on fait du vélo. Éviter les blessures à la tête, c'est prévenir
toutes les chutes, en évitant de laisser traîner des choses dans la maison sur lesquelles on peut trébucher, porter des chaussures ou des bottes antidérapantes si la météo rend le sol glissant, et inclure dans notre routine des exercices d'équilibre, de mobilité et de renforcement des jambes, comme on en a parlé dans la deuxième vidéo. La surdité et la perte de vision. Pourquoi? Parce que c'est important de rester en contact avec notre environnement pour stimuler notre cerveau. Évidemment, si on a de la difficulté à entendre ou à voir, ça a comme conséquence de nous isoler un peu. On veut protéger nos sens autant que possible pendant toute notre vie, en portant des protections appropriées, et on veut des lunettes et des appareils auditifs ajustés à nos besoins quand ça devient nécessaire. La pollution de l'air. Bon, c'est pas toujours évident, surtout si on habite dans une grande ville. Mais éviter de faire notre jogging au centre-ville à l'heure de pointe ou de suivre de trop près les autres voitures quand on conduit dans le trafic, c'est déjà un début. Évidemment, éviter de respirer tout ce qui dégage des vapeurs ou de la fumée, que ce soit des produits chimiques, notre barbecue ou un feu de bois, c'est aussi une bonne idée. J'ajouterai quelques derniers points qui ne font pas partie de la synthèse de la commission de Lancet. Premièrement, il est recommandé d'avoir une bonne hygiène buccale et d'utiliser la soie dentaire. Des gencives malades et l'inflammation qui en résulte peuvent permettre l'entrée de bactéries dans la circulation sanguine et affecter votre santé cardiovasculaire et cérébrale. Parlez-en à votre dentiste. Deuxièmement, essayez autant que possible de manger bio, ou au moins bien laver vos fruits et légumes pour minimiser les pesticides. Troisièmement, en cuisine, évitez autant que possible tout ce qui est en plastique. Préférez les contenants en verre, surtout pour chauffer. Dans l'ensemble, évitez les toxines, les infections et l'inflammation chronique. Je sais que c'est large comme recommandation, mais les docteurs Bredesen, Nels et Curté les considèrent tous comme des facteurs déterminants. Je vous réfère à leurs livres si vous voulez approfondir le sujet. Dans les 4 dernières vidéos, on a couvert énormément de sujets. Chacune des bonnes habitudes dont on a parlé peut à elle seule avoir un impact considérable sur notre santé. Alors imaginez la combinaison de toutes ces habitudes qui se complètent et travaillent en synergie, tout en évitant les facteurs de risque. Je suis peut-être naïf, mais je suis convaincu que la majorité des chanceux de notre monde qui vivent en santé plus de 100 ans sans déclin cognitif le sont beaucoup plus grâce à des habitudes exceptionnelles qu'à des génétiques exceptionnelles. Pour comprendre à quel point nos habitudes de vie comptent plus que notre génétique dans le développement de l'Alzheimer, pourquoi l'activité physique est notre arme numéro 1, suivie très près par l'alimentation, cliquez juste ici. Ou si vous venez de découvrir la chaîne, cliquez ici pour une visite guidée. À tout de suite! Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry